La première session d'information de cette journée du jeudi de octobre 2025 s'ouvre à vous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. La phase pédagogique de sensibilisation de l'interdiction de l'usage des véhicules à vitres teintées ou opaques a démarré ce 1er octobre 2025. Vous suivrez les explications du porte-parole de la police républicaine sur les différentes phases concernant cette mesure. Le Bénin a lancé ce 30 septembre 2025 le système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales à usage criminel. Une avancée majeure dans le processus d'identification des personnes et pour moderniser les enquêtes policières. Une nouvelle ère pour la police républicaine. Le point de la cérémonie à retrouver dans cette édition. En Conseil des ministres, le gouvernement a procédé à la contractualisation pour la construction de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. À nouveau, bonjour et bienvenue à ce journal. Dans l'intention d'évaluer et de faire l'état des lieux de la maison des médias Thomas Meillansan dans un état de délabrement très avancé à Guadiromende au cœur de la ville de Cotonou, le président de la HAC, Edouard Loko, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite terrain ce mercredi 1er octobre 2025. Voici, mesdames et messieurs, les images. Des murs en piteux état. Des compartiments aux allures de pièces abandonnées. C'est dans ce décor délabré que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Loko, a trouvé la maison des médias Thomas Meillansan lors d'une visite effectuée ce 1er octobre 2025. Près de 20 ans après sa création, ce centre de presse est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Guidée dans les locaux, la délégation de la HAC a pu constater l'état de dégradation avancé des lieux. Une situation que le directeur de la Maison des médias décrit en ces termes. Le bâtiment ne tient vraiment plus. La toiture s'affaisse. Quand il y a tornade, ça tombe par endroits. Et presque dans toutes les salles, la maison est en décrépitude. Pour redorer l'image de cet endroit qui abrite les organisations fêtières des médias, le gouvernement a décidé de réfectionner ce bâtiment suite à un plaidoyer de la HAC. Les acteurs impliqués dans ce processus s'activent déjà pour l'effectivité des travaux. Il y a le technicien donc, du ministère des Finances qui est venu, et puis après, une autre délégation est passée. Et avec cette délégation, on a évoqué donc le problème du déménagement. Il y avait 2 options. La première option, un déménagement partiel. Et puis la deuxième option, c'est que tout le monde déménage. Les 2 options sont là. Mais avec la visite, là, je me rends compte que ça va être un déménagement total. Donc à partir de cet instant, nous allons réfléchir donc à cette option. Maintenant, comment le faire? Et je crois que notre interlocuteur, je vais nommer la HAC, va saisir les associations pour que dispositions soient prises pour que les travaux démarrent effectivement. Un budget d'environ 115 millions de francs CFA a été alloué à cette opération de réhabilitation. Une nouvelle qui réjouit le président de la HAC qui parle de ce lieu chargé d'histoire. Quand cette maison était fonctionnelle, nous avons été très heureux ici. Et nous voulons que les journalistes continuent à être heureux ici. C'est pour ça que j'insiste pour remercier le chef de l'État et le ministre des Finances pour avoir accepté que l'on remette à neuf cette maison. Créée en 2004, la Maison des médias située au quartier Guadiromende à Cotonou a été solennellement consacrée le 17 novembre 2006 au nom de Thomas Meillansan, un journaliste d'un professionnalisme hors du commun, d'un patriotisme exemplaire et d'une grande probité. Un acte posé par Ali Zato, président de la HAC à l'époque, en présence du conseiller d'alors et ancien président du comité de suivi des États généraux de la presse béninoise, Agapit Napoléon Maforican et Joseph Perzo Anago,
à l'époque directeur de cette maison des médias. Courage au président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans cette lutte qui permettra justement de redorer le blason de la maison des médias au profit des professionnels des médias et autres usagers de ce haut lieu. Le Bénin passe d'un système manuel à un système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales pour ses services d'enquête judiciaire. C'est une avancée notoire qui devrait permettre justement aux services judiciaires d'identifier davantage de malfaiteurs et de réduire la criminalité afin d'améliorer la sécurité et de réduire la criminalité dans la sous-région et au-delà. Voici ici, mesdames et messieurs, Angèle Toboula qui nous propose un élément à ce sujet. C'est en juillet 2022 que le Bénin a été désigné parmi les pays appelés à bénéficier de l'installation d'un système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales AFIS complet. Une initiative qui marque une avancée majeure pour le pays car elle permettra aux enquêteurs de se doter d'une base de données nationale et criminelle. Ce programme s'inscrit dans le prolongement du CIPAO, Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Interpol. Il y a un peu plus de 3 ans, le Bénin a été identifié parmi les pays éligibles et pilote du programme CIPAO pour être équipé d'un système AFIS national. À la suite d'un appel d'offres international, Interpol a sélectionné le groupe Thales pour fournir ce système au Bénin en collaboration avec Civipol pour leur expertise technique. Le système d'identification automatisé par empreinte digitale permettra de manière formelle d'identifier les personnes à partir de leurs empreintes digitales ou palmaires et offrira surtout la possibilité de confondre les criminels à partir des traces laissées sur les scènes de crime. L'AFIS garantit donc une identification précise et facilite la recherche des antécédents judiciaires, la résolution d'anciennes affaires et autres. L'enjeu va au-delà du Bénin. Il couvre toute la sous-région qui, depuis 10 ans, à travers le CIPAO, travaille à renforcer la coordination des échanges d'informations entre les forces de l'ordre opérant en Afrique de l'Ouest avec le soutien public de la CEDEAO qui œuvre aujourd'hui à mettre en place une plateforme régionale pour endiguer les menaces. L'AFIS permettra d'identifier de manière fiable les auteurs d'infractions, de crimes, de consolider les preuves devant les juridictions et ainsi donc de se prémunir contre les erreurs dans la distribution de notre justice. En renforçant la crédibilité des enquêtes policières et judiciaires, ce système contribuera aussi à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, condition essentielle pour consolider la CEDEAO des peuples dans la liberté et la démocratie. En amont de cette inauguration, le Bénin a approuvé le 22 juin 2025 la plateforme régionale du CIPAO, un cadre juridique formel et stable qui formalise les échanges de données et d'informations entre les services d'application de la loi dans l'espace de la sous-région. La mise en place du système, ce 30 septembre 2025, complète et met le Bénin au standard de toute la sous-région, s'est réjoui le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'inauguration ce jour, 30 septembre 2025, du système automatisé d'identification par empreinte digitale et palmaire à usage criminel s'inscrit dans une logique de continuité de consolidation portée par le programme d'action donné au gouvernement qui confirme le choix juridique et stratégique de renforcer l'efficacité de la chaîne pénale en procédant au rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire. Ce rattachement traduit une volonté claire, celle d'assurer une plus grande cohérence, une meilleure efficacité et une responsabilisation accrue des acteurs dans la lutte contre la criminalité. Rappelons que dans le cadre de la mise à exploitation de l'AFIS au Bénin, 433 agents ont été formés et sont destinés à opérer le système de manière cohérente et continue sur l'ensemble du territoire national. Ils travailleront dans les locaux rénovés du siège de la police technique et scientifique, de la Direction générale de la police républicaine,
inauguré ce même mardi 30 septembre 2025 à l'occasion de la mise en exploitation de l'AFIS. Il faut rappeler justement que cette cérémonie a été suivie, comme Angel Toboula le stipulait dans son compte rendu tout à l'heure, par l'inauguration des locaux entièrement rénovés du siège de la police technique et scientifique de la Direction générale de la police républicaine du Bénin. J'y arrive. D'une mesure de sécurité à une autre. À présent, mesdames et messieurs, à compter déjà de ce 1er octobre 2025, les véhicules à vitres teintées ou opaques sont formellement interdits de circulation. Cette décision s'appuie sur le décret numéro 2017-546 du 22 novembre 2017 qui prohibe l'utilisation de vitres empêchant une visibilité claire de l'extérieur vers l'intérieur du véhicule. Sur un plateau de nos confrères de la SRTB, le porte-parole de la police républicaine, Eric Oru-Yerima, est revenu sur les contours de cette mesure et les sanctions prévues. Nous sommes en train de vous proposer cet élément mélangé justement aux analyses des invités sur le plateau de l'émission 120 minutes Actu Soir au micro, oui, de Abdias Sosoupé. Voici, mesdames et messieurs, l'élément signé. Tout véhicule équipé de vitres teintées ou opaques empêchant la visibilité depuis l'extérieur est désormais interdit de circulation au Bénin. Une décision prise par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en application du décret numéro 2017-546 du 22 novembre 2017 et qui prend effet à compter de ce mercredi 1er octobre 2025. Cette mesure, qui vise avant tout à renforcer la sécurité publique, s'inscrit dans une logique définie, précise Eric Oru-Yerima, porte-parole de la police républicaine, invité sur un plateau de la SRTB. Qu'un véhicule dont les vitres sont teintées, c'est un véhicule dont les vitres sont légèrement colorées et qui permettent à un observateur qui se tient devant le véhicule de voir l'intérieur. Par contre, un véhicule dont les vitres sont opaques, c'est un véhicule dont les vitres sont sombres et dont l'observateur qui se tient à côté du véhicule ne peut pas voir l'intérieur. Il faut noter que, en matière de circulation routière, il est important pour le conducteur du véhicule de voir clairement les autres usagers qui sont avec lui sur la route. En outre, il est important pour les fonctionnaires de police qui sont dédiés aux missions de contrôle sur les axes routiers de voir clairement l'intérieur du véhicule pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir évaluer très rapidement la situation lorsqu'ils sont en face d'un véhicule suspect. Vitres teintées illégales, les contrevenants ne seront pas épargnés après la phase préliminaire de l'opération. Voici ce que prévoit la police pour faire respecter la mesure. Les sanctions prévues sont très claires. Je précise une fois de plus que nous sommes dans la phase préliminaire de l'opération. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Mais à terme, lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule automobile qui est venu avec des vitres teintées d'origine et que vous n'avez pas pris la carte d'autorisation de l'ANAT, la sanction sera de mettre le véhicule en fourrière et de vous envoyer faire les formalités nécessaires auprès de l'ANAT pour obtenir l'autorisation avant de venir récupérer votre véhicule. Il poursuit. Ensuite, pour les véhicules ayant des vitres teintées d'origine qui ont eu régulièrement la carte d'autorisation de l'ANAT et qui se sont permis le luxe d'ajouter des filtres adhésifs pour rendre les vitres plus opaques, la pénalité sera de les amener à mettre le véhicule dans son état initial. Sur nos antennes, les débatteurs de 120 minutes Actu Soir ont évoqué le sujet. Ils suggèrent que chaque citoyen se conforme à la réglementation en vigueur. Il y a des personnes qui n'ont aucune autorisation, rien du tout. Il a un véhicule, le gars, il se lève un beau matin, il amène son véhicule quelque part, on met des trucs et puis c'est fini. Voilà, ça devient opaque. À l'intérieur, on ne peut plus le voir. Pourtant, il y a quand même un décret de réglementation en cours. On ne peut pas tolérer des choses comme ça. On ne peut pas tolérer ça. Parce que quand on tolère ça, c'est qu'on met la population en insécurité. Je n'ai rien caché à l'intérieur de mon véhicule, donc rien ne me dérange. Et vous savez, ça facilite même les contrôles
les contrôles routiers. Le gars n'a plus besoin forcément de dire venez ouvrir, venez faire ci, parce qu'il a accès à l'intérieur sans se déranger. Vous voyez, il voit clairement à l'intérieur du véhicule. Mais quand c'est, vous savez, même quand c'est teinté et que il y a le rayonnement d'une façon donnée, le gars n'a pas forcément cette visibilité à l'intérieur. Ou si c'est la nuit, c'est pire. Il n'a pas cette visibilité pour faire facilement son travail pour lequel il est sur la voie. Tu comprends que tout est digitalisé aujourd'hui, donc si tu commets le forfait, tu fais juste avec ta plaque, la plaque, on peut te repérer. C'est la première des choses là. La deuxième des choses, il ne faut pas oublier, il ne faut pas regarder la loi, mais il faut regarder l'esprit de la loi. Les autorités appellent donc les usagers de la route à se conformer à la réglementation sous peine de sanction. Une mesure qui, selon elles, vise avant tout à garantir la sécurité de tous. Si prévenir vaut mieux que guérir, il serait donc souhaitable à ce que chaque usager de la route prenne les dispositions qui s'imposent afin de ne pas tomber justement sur le coup, de la loi. Circuler librement permettra justement à aux forces, j'allais dire, de défense et de sécurité d'assurer véritablement, la bonne circulation des personnes et des biens partout sur l'étendue du territoire béninois. Nous allons à présent parler des 6 premiers mois d'exercice de la 7e mandature du Conseil économique et social que préside Conrad Gbagidi, qui, au cours d'une émission spéciale, a jugé pertinent, cette institution. Suivons ici, mesdames et messieurs, cet élément de Mathieu Bokor qui revient justement sur les propos de Conrad Gbagidi au cours de cette émission spéciale. C'est un plateau spécial dédié au président du Conseil économique et social pour expliquer aux citoyens la mission essentielle de l'institution qu'il dirige. Installée le 24 février 2025, la 7e mandature du Conseil économique et social est devenue le pont qui relie les citoyens aux gouvernants, affirme Conrad Gbagidi. On dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Encore faut-il que ceux qui n'ont pas la facilité de pouvoir accéder au texte puissent être informés. Et c'est l'une de nos prérogatives, on compte la remplir pleinement. La 7e mandature porte les aspirations de diverses couches socio-professionnelles et culturelles, précise le président du CES. Cela s'explique par son efficacité dans la contribution à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs. Nous sommes effectivement dans une capacité à pouvoir identifier certaines causes, si elles ne l'étaient déjà, qui expliquent la fragilité dont relèvent nos jeunes dans les territoires, des jeunes par exemple qui sont capables d'aller vendre du carburant à des djihadistes, ne sachant pas que ce carburant va servir à remplir les motos de ces djihadistes pour venir tuer leurs parents ou des proches. Donc ça, c'est des approches qui sont vraiment délicates, sur lesquelles le travail a déjà démarré. Nous, notre rôle, comme je le dis, j'insiste, est de pouvoir identifier tous ces leviers-là pour aller dialoguer, dire aux gens, vous pouvez parler, vous êtes dans la République, vous êtes comme nous tous et nous pouvons avancer ensemble pour protéger vous-même, vos familles, votre quartier et l'ensemble des concitoyens. Durant ces 6 mois d'exercice, la nouvelle mandature a enregistré 4 sessions extraordinaires et une ordinaire, davantage marquée par des activités intenses. 4 sujets ont été choisis, 4 thèmes. Vous avez évoqué le premier thème, l'un des thèmes, qui est celui donc de la sécurité, notamment donc du problème de terrorisme. Il y a un deuxième sujet qui intéresse les populations et qui s'appelle la cherté de la vie. Un troisième sujet a été celui donc des conflits agro-pastoraux. Le problème entre les agriculteurs et les éleveurs, malgré la loi qui a été votée à cet effet en 2019. En quatrième lieu, tout ce qui est donc la consommation de nos productions locales. Voilà donc 4 sujets, sachant que nous avions également, en dehors de ces moments-là, il y avait déjà un sujet sur l'économie sociale et solidaire, sur lequel on travaillait déjà par le passé, qui a également été poursuivi. Donc en gros, on aura
5 sujets qui seront bientôt finalisés et déposés, donc présentés au chef de l'État, parce que c'est ce que dit la nouvelle loi. Et donc, voilà les sujets sur lesquels on travaille. Conrad Baguedi a entrepris, dès sa prise de fonction et conformément à la tradition, une série de visites de courtoisie aux différents présidents d'institutions de la République. Il a également accordé des audiences à plusieurs responsables de structures étatiques et internationales. Mais pour quel impact? Il répond. On pense qu'on est dans la bonne voie, je dirais, et nous n'allons pas nous satisfaire de cela, nous allons continuer, parce que nous avons encore une dizaine de mois devant nous pour faire le travail proprement et faire en sorte que plus jamais cette institution ne soit mise en doute par rapport à son utilité. Conscient des défis, le président du Conseil économique et social a rassuré que la 7e mandature du CES va encore plus renforcer le dialogue social à travers des initiatives de gouvernance participative pour la paix et la cohésion nationale. Il faut rappeler qu'au cours de ces 6 premiers mois, 4 sessions extraordinaires et une ordinaire ont eu lieu entre le président Conrad Baguedi et toute son équipe. Bonne suite et plein succès. Allons nous souhaiter tout simplement à cette 7e mandature du Conseil économique et social. Nous allons parler à présent d'œuvres sociales. L'organisation Old University Friends ou Fanabrésie a procédé à une distribution de kits scolaires à l'école primaire publique de Yemi-Kodi. Près de 200 élèves ont bénéficié de ce geste de solidarité en présence de l'ONG Affaires, partenaire de l'événement. Compte rendu signé Nafissatou Hassani. Comme à son habitude, l'organisation Old University Friends OUF a une fois encore procédé à une distribution de kits scolaires au profit des apprenants dans le besoin. Cette fois-ci, c'est l'école primaire publique de Yemi-Kodi qui a bénéficié de ce geste solidaire. Près de 200 écoliers répartis entre les classes de CE2, CM1 et CM2 ont été gratifiés. Au nom de ses camarades, le représentant des élèves salue ce geste à leur endroit avant de formuler une doléance à l'endroit des donateurs. En ce début d'année scolaire 2025-2026, vous avez eu l'aimabilité de penser à nous en nous offrant des kits scolaires pour aider à combler nos fournitures manquantes afin de bien réussir nos différentes activités dans nos classes respectives. Que l'Éternel Tout-Puissant vous comble au-delà de vos attentes et vous aide toujours dans votre mission. Nous promettons faire bon usage de ces kits scolaires reçus de vos mains et les garder jalousement jusqu'à la fin de cette année scolaire. Nous profitons également pour vous demander de nous aider à avoir une cour digne du nom pour nos activités récréatives et sportives. Le chargé à l'organisation de OUF rappelle à cette occasion l'une des missions essentielles de l'organisation dans le secteur éducatif. L'une des vocations de notre association est de soutenir l'éducation et d'encourager la réussite scolaire de chaque enfant. Nous sommes convaincus que l'accès au matériel scolaire est un droit fondamental et une étape cruciale pour apprendre dans de bonnes conditions. La remise de ces kits est bien plus qu'un geste. C'est un message d'encouragement, un investissement dans votre avenir et une façon de vous dire « Nous croyons en vous ». Créée depuis 8 ans, l'association des femmes pour un espoir allumé à faire était également présente aux côtés des membres de OUF. La représentante de l'ONG invite les bénéficiaires à faire bon usage des kits scolaires reçus et à se distinguer positivement durant l'année scolaire. Chaque année, Affaires accompagne toujours soit des orphelins, soit des enfants qui sont dans leur famille, mais qui n'arrivent pas à pouvoir démarrer la rentrée scolaire facilement. On dit souvent qu'une personne va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Cette kit, c'est pour vous soulager, chers enfants. C'est pour alléger le fardeau de vos parents. Donc, notre message, ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui, c'est de donner le meilleur de vous-même pour sortir à la fin de l'année premier de vos classes respectives. Notons que l'association Old University Friends OUF est une jeune organisation à but non lucratif dont l'objectif principal est de mener des actions sociales en faveur des étudiants et écoliers confrontés à des difficultés scolaires.
Et voilà les actions qui méritent justement d'être menées. Réunis en sa session hebdomadaire de ce 1er octobre 2025, sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres a validé la contractualisation pour la construction de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Objectif, garantir aux populations rurales un accès durable à l'eau potable et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivons ici les précisions avec Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seta, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette première session d'information sur ETélé pour le compte de ce jeudi 2 octobre 2025. Merci infiniment de nous avoir suivis, toute l'équipe de préparation, de réalisation, de diffusion et de présentation. Vous remercie pour votre sympathique attention. Rappelons que nos productions sont accessibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live et notre application iOS et Android ETélé. Tout simplement, c'est téléchargeable gratuitement sur Android et les smartphones. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit juste après Infosport. Portez-vous bien. Très bonne journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.